Merci à la Fondation pour l'invitation. Je vais vous parler effectivement de diabète de type 2 parce que, comme vous avez compris, ça concerne 90% des patients diabétiques. C'est environ 10% qui ont un diabète de type 1. Dans la population, c'est environ 6% de toute la population qui a un diabète, donc c'est quand même pas mal de monde. Probablement que ça a une tendance à augmenter progressivement. Et puis, comme vous l'avez compris, c'est environ un tiers des patients diabétiques qui s'ignorent être diabétiques. C'est essentiellement des patients diabétiques de type 2. Alors, le diabète de type 2, c'est assez compliqué finalement en termes de physiopathologie, mais qu'est-ce qui mène à l'hyperglycémie? Vous savez bien que ça peut être un défaut de sécrétion d'insuline, mais ça peut être aussi qu'on sécrète trop de glucagon, qu'on a un problème de résistance à l'insuline, notamment au niveau du tissu adipeux, au niveau du foie, avec une production accélérée de sucre, qu'on a du mal à faire rentrer le glucose dans les cellules, notamment aussi au niveau musculaire, qu'on a des dysfonctions même au niveau du système nerveux central qui font que cela mène à l'hyperglycémie. Et plus récemment, et on le connaissait moins, on sait aussi qu'on a une augmentation de la réabsorption de sucre au niveau rénal. Et ça, c'est important parce que ça a donné lieu à une cible thérapeutique. Des médicaments maintenant agissent sur la réabsorption du glucose. Et je vais en parler un petit peu plus aujourd'hui parce que je vais vous donner un espoir en termes de protection cardiovasculaire. Ce tableau, aussi coloré que vomitif presque, c'est les recommandations internationales européennes et américaines conjointes pour la prise en charge du diabète de type 2. Alors, ce tableau, il vous dit que la base de la base, c'est toujours les mesures du style de vie, bouger mieux, bouger plus, manger mieux, etc. Et puis, bien sûr, après, s'il n'y a pas de contre-indication, c'est la metformine, la molécule de base. Et je pense que s'il y a des patients diabétiques de type 2 ici, beaucoup d'entre vous seront sous ce traitement-là. Après, vous pouvez combiner à peu près tout ce que vous voulez et puis finalement avoir des mélanges totalement exotiques et très colorés pour peut-être un jour devoir utiliser de l'insuline quand vous avez de longues années de diabète et que votre pancréas s'épuise. Je vais parler un peu plus aujourd'hui des inhibiteurs du SGLT2. Je vais vous expliquer ce que c'est. Vous les connaissez peut-être. Sur l'ordre d'apparition en Suisse, c'était Invokana, Forxiga et Jardiance. Et je parlerai un petit peu plus de cette dernière molécule qui est l'empagliflozine, parce que c'est elle qui nous donne un espoir en termes de protection cardiovasculaire. Les autres peut-être suivront, les études sont en cours. Alors comment ça marche? En principe, au niveau rénal, eh bien, on a 180 grammes de glucose qui sont filtrés chaque jour et ça se fait comme ceci, vous voyez, les molécules de sucre passent ici, elles sont réabsorbées au niveau d'un récepteur, ce fameux SGLT2, et aussi, dans une moindre mesure, au niveau SGLT1. Les acronymes, vous les avez ici, c'est un transporteur qui transporte à la fois du sodium et du glucose. Et le but, en fait, maintenant, c'est d'essayer d'inhiber cette réabsorption du glucose ici, au niveau de ce récepteur, pour que le glucose passe dans les urines. Et c'est ce qui se passe avec les inhibiteurs SGLT2, comme vous le voyez là. Le sucre n'est pas réabsorbé et passe dans les urines. Alors le sucre est un petit peu à côté du tube, c'est un effet malheureusement de 16/9, enfin voilà. Et vous avez effectivement l'élimination de sucre, environ 65 grammes par jour dans les urines. Et ces 65 grammes par jour, c'est pas seulement du sucre qui passe et qui fait baisser la glycémie, mais c'est aussi des calories. Et si vous avez des calories qui sont perdues dans les urines, ça veut dire que globalement, vous allez perdre du poids. Et ceux qui sont traités par ce type de médicaments le savent bien, on baisse la glycémie, mais on baisse aussi le poids corporel la plupart du temps. Alors, chez qui c'est indiqué? Parce qu'évidemment, ce n'est pas pour tout le monde que ces médicaments sont indiqués, c'est plutôt les patients en excès pondéral ou obèses. Quelqu'un qui serait déjà mince ou limite maigre, peut-être que de lui faire perdre du poids, c'est moyen. Il faut avoir une fonction rénale conservée, parce que si on ne filtre pas du sucre dans les urines, parce que le rein est atteint, qu'il y a une insuffisance rénale qui s'est développée, eh bien ça ne va pas bien marcher. Donc c'est plutôt un problème d'efficacité, mais pas de toxicité. Le problème de ces médicaments, c'est qu'il y a dans 5 à 10% des cas des risques d'infection génitale. Donc c'est plutôt des infections au niveau des organes génitaux de type infection à champignons, donc des mycoses. Et ceux qui feront le moins d'infections, ce sont les hommes circoncis. Voilà, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, mais enfin, si vous êtes circoncis et que vous êtes un homme, mentionnez-le peut-être à votre médecin traitant, ça peut l'aider. Et évidemment, malheureusement, c'est les femmes qui feront le plus d'infections.
On n'a pas d'hypoglycémie avec ce type de traitement, ce qui est plutôt agréable. Maintenant, chez qui ce serait plutôt pas indiqué? Ceux qui ont déjà eu des antécédents, peut-être à répétition, d'infections urinaires ou génitales, c'est peut-être pas le meilleur traitement. Mais cela dit, si vous avez une fois une infection génitale ou urinaire avec ces traitements, c'est souvent des infections bénignes, peu sévères et qui ne récidivent pas, donc ce n'est pas forcément une raison pour arrêter le traitement. Il faut que ça se soit clair. Si la fonction rénale est trop altérée, ça servira à plus rien parce qu'il n'y a pas de filtration glomérulaire et on ne peut pas réabsorber à ce moment-là, on ne peut pas empêcher la réabsorption du sucre. Et si vous êtes à risque de déshydratation, éventuellement c'est aussi à nuancer parce que quand on entraîne une glucosurie, c'est-à-dire l'échappement de sucre dans les urines, on risque de faire entraîner de l'eau avec cela et c'est vrai qu'on peut se déshydrater si on ne compense pas en buvant un petit peu plus. Et peut-être que ceux qui prennent ces traitements l'ont constaté, vous allez en général un tout petit peu plus aux toilettes. On dit que ça fait par 24 heures une vidange de vessie en plus. Alors je vais vous parler d'une étude, c'est l'étude EMPA-REG, vous en avez peut-être entendu parler, qui s'est intéressée à l'efficacité de l'empagliflozine et surtout à l'effet sur la mortalité cardiovasculaire chez des patients diabétiques de type 2 à haut risque cardiovasculaire. Alors c'est quoi le haut risque cardiovasculaire? En fait, c'était des patients diabétiques de type 2 qui avaient presque tous déjà une maladie coronarienne connue ou qui avaient fait un infarctus. Ils étaient avec une durée de diabète assez longue, souvent plus que 10 ans, un âge moyen de 63 ans, et la plupart étaient déjà traités pour une hypertension artérielle, pour un excès de cholestérol, et ils avaient aussi de l'aspirine cardio. Donc des patients qui étaient déjà relativement malades de leur diabète, avec pas mal de complications. Et ce qu'on a constaté sur un suivi, vous voyez, d'environ 48 mois, si on compare l'empagliflozine avec le placebo, vous voyez que la mortalité ici, qui était un composite de mortalité cardiovasculaire et d'infarctus non fatal et d'AVC non fatal, montre une supériorité pour l'empagliflozine. Et c'est la première fois dans l'histoire de la diabétologie qu'on a pu montrer qu'un médicament diminuait la mortalité cardiovasculaire. Ça, on l'attendait franchement depuis très longtemps. Et quand c'était présenté à Stockholm en 2015, les gens, les médecins majoritairement, se sont levés et ont applaudi parce qu'enfin, on avait un espoir dans le monde de la diabétologie, en particulier du diabète de type 2, avec une protection cardiovasculaire, parce que, comme vous savez, environ 80% des patients avec diabète de type 2 risquent de faire une complication de type cardiovasculaire. Donc, la mortalité de cause cardiovasculaire était significativement réduite dans le groupe qui prenait le médicament empagliflozine. Et ça, c'est important, parce que si on revient et qu'on se pose la question, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que je dois prendre ce traitement et combien de temps je dois le prendre pour que ça puisse m'éviter un problème cardiovasculaire? Revenons à des molécules plus anciennes, comme les statines, vous voyez ici. Pour éviter un infarctus, il faut traiter 30 patients pendant 5 ans environ. D'autres molécules que peut-être certains d'entre vous prennent, ici le ramipril, c'est un inhibiteur de l'enzyme de conversion, c'est un médicament pour l'excès de pression, l'hypertension. Il faut traiter 56 patients pendant 5 ans pour éviter un infarctus. Alors qu'en est-il avec l'empagliflozine? Eh bien voilà, il faut traiter pendant 5 ans 25 patients pour éviter un infarctus. Et vous voyez que ce chiffre est particulièrement bas par rapport à d'autres médicaments qu'on utilise couramment en pratique clinique. Donc c'est vraiment un espoir et potentiellement c'est quelque chose qui est indiqué chez les patients qui auraient déjà une maladie coronarienne et un diabète de type 2. Et les recommandations suisses ont récemment changé. Je vais vous en parler brièvement. Alors comment est-ce que ça peut réduire la mortalité cardiovasculaire? En réalité, on ne sait pas très bien. Je vous ai dit tout à l'heure que ça améliorait le contrôle du diabète, ça c'est bien, mais il n'y a pas que le sucre dans la vie, ça diminue aussi la pression artérielle, ça diminue l'acide urique, ça fait perdre du poids, ça modifie un petit peu le profil du cholestérol, donc plusieurs effets, on ne sait pas exactement comment ça marche, mais potentiellement ça peut sauver des vies. Et ce n'est pas tout, cette étude, elle a aussi montré un bénéfice au niveau rénal. Comme vous savez, le diabète, ça reste malheureusement aujourd'hui la cause numéro 1 de mise sous dialyse. Donc si on peut empêcher la progression d'une atteinte rénale, c'est quelque chose d'important. Et dans cette étude, pas mal de patients avaient déjà une atteinte rénale. Et comme vous allez voir, eh bien, on avait, avec l'empagliflozine de nouveau, une diminution significative de la progression de l'atteinte rénale qui était définie par un doublement de la créatinine sérique, un marqueur de la fonction rénale, par une diminution de l'initiation de la dialyse et par une diminution de la mortalité de cause rénale. Par contre,
Pour ceux qui n'avaient pas de microalbuminurie, peut-être ça parle à certains d'entre vous, c'est une fuite de protéines dans les urines. Il n'y avait pas de réduction de cette incidence-là, mais vous voyez clairement, non seulement ce médicament offre une protection cardiovasculaire, mais offre aussi une protection rénale pour les gens qui auraient déjà une atteinte rénale modérée. Et vous voyez ici clairement sur le suivi, ici c'est un nombre de semaines, qu'avec, alors il y avait 2 dosages pour l'empagliflozine, vous avez initialement une réduction de la fonction rénale et ensuite une stabilisation, alors que ceux qui ne prennent pas ce médicament mais un placebo diminuent graduellement leur fonction rénale. Donc ça vraiment, ça montre cette protection au niveau rénal. Par contre, c'est évidemment des médicaments, ces inhibiteurs SGLT2, qui potentiellement ne sont pas indiqués pour tout le monde. Clairement, c'est pour le diabète de type 2 et pas pour le diabète de type 1. Maintenant, si vous avez un foie qui ne fonctionne pas bien, parce que vous êtes alcoolique par exemple, ou que vous mangez des régimes type Atkins avec très peu d'hydrates de carbone, alors là, probablement que vous pourriez éventuellement faire une complication qui est rare, mais c'est l'acidocétose euglycémique, c'est-à-dire avec une glycémie normale. Et donc, pour certains patients, ces médicaments ne seraient éventuellement pas indiqués, mais ça reste une rareté. Je passe les inhibiteurs du SGLT2 et je passe maintenant sur un autre espoir qui a été montré cette année avec un analogue du GLP1, ce glucagon-like peptide 1. Je vais vous redire un petit peu ce que c'est. Probablement que certains, si vous utilisez ces médicaments, les reconnaissent, le Byetta, le Victoza, le Trulicity, le Bydureon. C'est des injectables entre 1 à 2 fois par jour ou 1 fois par semaine pour certains. Et puis, comme vous le savez, ils ne font pas d'hypoglycémie, ils permettent de perdre du poids. C'est donc des médicaments relativement importants dans le domaine du diabète. Je vais vous parler un peu plus aujourd'hui de celui-ci, le liraglutide, le Victoza, puisque c'est lui qui a donné lieu à une étude importante sur la mortalité cardiovasculaire. Alors, d'abord, avant ceci, quelques éléments que vous connaissez peut-être. Ce GLP1, ça vient d'où ? Voici un lézard assez moche finalement, mais qui ne mange que 4 fois par an. Ce qui est intéressant, c'est que sa salive, elle contient de l'exondine 4. C'était identifié, vous voyez, en 92. Et en fait, cette exondine 4, elle est très similaire au glucagon-like peptide 1, qui est une hormone qu'on produit tous après avoir mangé un bol alimentaire, surtout s'il contient des hydrates de carbone. Et c'est une hormone qu'on appelle incrétine. Et chez ce lézard, pourquoi c'est utile ? Parce que en fait, cette hormone, l'exondine 4, elle ralentit la vidange gastrique, elle diminue l'appétit, elle augmente les taux d'insuline, elle diminue les taux de glucagon, et en fait, ça permet à ce lézard de tranquillement digérer et d'attendre quelques mois jusqu'au prochain repas, puisqu'il ne mange que 4 fois par an. Et tous ces mécanismes bénéfiques sont utiles dans le diabète, non seulement pour améliorer le contrôle glycémique, mais aussi pour permettre de perdre du poids à nos patients diabétiques de type 2 qui sont souvent en excès de poids. Et cette étude, l'étude LEADER, a été présentée en juin à New Orleans, aux États-Unis, et s'est intéressée à la sécurité cardiovasculaire de cette molécule, le liraglutide, avec des patients qui étaient relativement similaires à l'étude que je vous ai présentée tout à l'heure, donc des diabétiques de type 2 relativement âgés, avec déjà des complications cardiovasculaires. Et puis, ils ont étudié sur une durée, vous voyez ici, de 54 mois, eh bien, la première occurrence de mortalité de cause cardiovasculaire, d'infarctus non fatal et d'attaque cérébrale non fatale. Et vous voyez que, de nouveau, et c'est la deuxième fois dans l'histoire de la diabétologie, on a une réduction significative de ces événements-là lorsqu'on prend du liraglutide comparé au placebo. Donc, un espoir encore dans le monde de la diabétologie. Ça fait 2 molécules en 2 ans qui nous montrent qu'on a un espoir et qu'on peut réduire la mortalité cardiovasculaire. Et ça conduit à des nouvelles recommandations au niveau suisse. La Société suisse d'endocrinologie diabétologie, si vous allez sur le site, vous pouvez suivre le lien, recommande maintenant, chez les patients diabétiques de type 2, qu'on appelle en prévention secondaire, c'est-à-dire qui ont déjà fait un infarctus ou qui ont une maladie coronarienne connue, d'introduire rapidement, après la metformine, soit un inhibiteur SGLT2, et en l'occurrence, le seul qui est maintenant validé, c'est l'empagliflozine. Pour les autres, on attend les études. Soit un analogue du GLP1, et là, c'est le liraglutide qui est le seul qui a été validé. Pour les autres, on attend aussi les résultats des études. Donc, ces recommandations suisses, c'est une première mondiale parce qu'elle devance les recommandations américaines et européennes et propose d'ajouter rapidement ces molécules qui ont montré un bénéfice cardiovasculaire chez les patients de nouveau diabétiques de type 2 à très haut risque, donc essentiellement ceux qui ont déjà fait un infarctus ou qui ont une maladie coronarienne.
Évidemment, c'est des médicaments qui restent relativement chers. Vous voyez ici les prix en francs suisses par jour par rapport à la metformine qui est moins de 50 centimes par jour. Eh bien, ça monte dans des 2,60 francs environ pour les comprimés d'inhibiteurs SGLT2 et dans les 5 à 7-8 francs pour les injectables. C'est donc pas complètement anodin et c'est vrai qu'il faut y penser à l'heure où effectivement les assurances nous font pas mal de pression. Donc, pour conclure, jusque-là, la majorité des antidiabétiques avaient un effet neutre ou inconnu sur la mortalité cardiovasculaire et à l'heure actuelle, seulement l'empagliflozine et le liraglutide ont un effet bénéfique et réduisent la mortalité cardiovasculaire. Est-ce que c'est propre à ces deux molécules ou est-ce que c'est des effets propres à leur classe? Ça reste à définir, les études sont en cours. Et donc actuellement, on recommande ces deux médicaments, l'un ou l'autre, pas en combinaison parce qu'on n'a pas encore assez de données, après la metformine, de nouveau chez les patients diabétiques de type 2 avec maladie cardiovasculaire, donc après infarctus. Les autres médicaments, bien entendu, sont valables. Il faut bien penser qu'il faut traiter un patient donné en fonction de son profil, du risque d'hypoglycémie, du risque de prise de poids, etc. Donc il ne faut pas écarter les autres traitements non plus, bien entendu. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas oublier la base de la base avant les traitements médicamenteux, c'est-à-dire manger moins, manger mieux et bouger plus, parce que la réduction de l'hémoglobine glyquée, c'est de 1 à 2% si ces mesures sont faites correctement. Donc je vous encourage vivement à faire ceci. Merci de votre attention.